Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous aborderons la méthode TOP, technique d'optimisation du potentiel, avec Laurent Soria. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Et aujourd'hui, on va parler donc des techniques d'optimisation de la performance avec Laurent Soria. Bonjour Laurent. Salut. Est-ce que Laurent, avant de parler de la méthode, est-ce que tu peux te présenter ? Ok. Donc la méthode, c'est technique d'optimisation du potentiel pour la performance. Je me présente, je m'appelle Laurent Soria. J'ai fait un parcours au sein de l'armée en tant que sportif, entraîneur, enfin prépa physique on va dire. On sort de l'école interarmée des sports qui s'appelle le CNSD maintenant, le Centre national des sports de la défense. Et puis j'ai fait une rencontre il y a quelques années d'un médecin qui faisait déjà du travail au profit des athlètes, donc de l'école interarmée des sports quand il y avait le contingent, qui s'appelle le docteur Edith Perrault-Pierre, qui a inventé une méthode qui s'est construite sur 25-30 ans, d'abord au profit des militaires de l'armée de l'air, notamment des pilotes de chasse, sur l'optimisation de performance. Ça s'est appelé gestion du stress, et puis ça s'est appelé TOPP, puis TOP. Et puis moi j'ai croqué là-dedans en 93, je trouvais ça très intéressant parce qu'on avait des gars qui étaient solides à l'entraînement, puis dès qu'on avait quelque chose de réaliste en face, ça glissait un peu émotionnellement ou ça stressait trop. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai fait des essais-erreurs, j'ai lu, j'ai fait des stages en sophro, enfin j'ai fait une grosse formation, j'ai fait des stages en hypnose, j'ai fait des stages dans plein de domaines. Puis j'ai surtout fait plein de missions pour faire des tas de trucs avec les tops. Et puis ça donne une banque de données qui sert aujourd'hui à une boîte à outils. Et la boîte à outils, le docteur Edith Perrault-Pierre l'a fait évoluer. Et moi, depuis quelques années, on met en place ces outils de la performance au profit de tout le monde. Notamment, par exemple, à Dijon, beaucoup, au profit des enfants malades, à travers Croque Diabète, Coup de pouce. Donc ça a été un essai qu'on a fait dans les années 2012-2015. C'était humainement fabuleux. Et puis après, petit à petit, sont arrivés les enfants de la JDA Basket Fauteuil qui m'ont amené à la JDA Pro, que j'ai accompagné 6-7 ans. Et puis le bouche à oreille a fait le reste. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des athlètes de haut niveau, des enfants, des musiciens, tout ce qui a besoin de performance et qui comprend pas trop qu'est-ce que c'est que le stress, qu'est-ce que c'est que l'émotion et comment on peut y aller doucement. Voilà. Alors si tu dois expliquer simplement c'est quoi les tops, c'est des outils ? Ouais, c'est une boîte à outils qui va te permettre de réguler ou de dynamiser en fonction de ce que tu dois faire dans le moment qui arrive, et puis aussi d'apprendre à te relâcher, te relaxer pour comprendre que la performance elle vient aussi agoniste-antagoniste, contraction-relâchement, elle vient aussi dans le fait de lâcher prise. Donc il y a à la fois un premier niveau qui est une façon de... J'aime bien tout deal in English, j'aime bien dealer avec moi-même, tu vois, j'aime bien jouer, ok je donne un peu, je prends ça, qui va te permettre de... Ok, si j'ai ça à faire, comment je vais y arriver en me dynamisant, ou comment je vais y arriver en me relaxant ou en me régulant. Et puis après, il y a une autre dimension dans les tops, qui est celle de la programmation, de la préparation à long terme d'un athlète, qu'on peut accompagner sur une période de 4 ans, comme pour les JO, où en fait on va nourrir cet athlète-là avec lui-même sur sa motivation. C'est-à-dire qu'en fait, faire l'effort sur un match, c'est bien. Faire l'effort sur 2 matchs, c'est bien. Faire l'effort toute une saison, c'est dur. Faire l'effort toute une saison sur chaque ballon en défense, en attaque, ça peut devenir épuisant. Et faire un effort sur chaque ballon, sur chaque attaque, sur 10, 12, 15 ans. On peut regarder, on a un très grand joueur de basket à la JDA qui a 39 ans, à peu près 38, 39 ans, et qui s'arrête jamais. Alors lui, il a des motivations intrinsèques fortes, mais il a aussi des moments de fatigue ou des moments de faiblesse. Donc voilà, il y a un entraînement sur comment je peux très très vite arriver à être performant là dans l'instant T grâce à des outils simples, et aussi durer à long terme, durer sur du long terme. Et ça, c'est un accompagnement différent. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'origine des techniques. Elles ne viennent pas de la performance au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu alors je vais me faire plaisir. En fait, si Edith a travaillé au profit des premiers athlètes qui faisaient leur service militaire au bataillon de Joinville, en fait, très vite, l'armée de l'air s'est emparée de ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait des avions, on avait beaucoup d'avions à l'époque, on volait très vite, très bas, très fort. On avait beaucoup d'incidents, de pré-incidents, beaucoup de crashs aériens. Et en fait, dans les avions, il y avait nos chefs. Donc les chefs qui meurent, et à un moment donné, ça réfléchit. Et on a des gens qui sont... J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui sont très intelligents, qui ont des cultures hors normes et qui se sont dit, bon, il va falloir qu'on étudie le pourquoi du crash aérien, le pourquoi de l'incident, de l'accident. Donc on a lancé un plan facteur humain, il y a le mot humain dedans. Et donc Edith, elle a eu cette espèce de
d'appropriation des tops par les pilotes de chasse qui, pour certains, avaient besoin de dealer avec leurs émotions, qui avaient besoin de faire de l'imagerie mentale. On voit la patrouille de France qui fait de l'imagerie mentale collective. C'est quelque chose qu'on appelle la musique, qui est très simple à mettre en œuvre, mais c'est un entraînement, c'est une culture. Pour eux, c'est acquis, inné depuis des années, et ça se transmet. C'est peut-être ça le plus important. Et donc, en fait, l'armée de l'air s'est servi de ça pour descendre un petit peu ce qu'on appelle le taux d'attrition, c'est-à-dire 1000 heures de vol, combien d'accidents aériens avec crash et mort d'homme. Et en fait, par exemple, en l'an 2000, on a eu 0 crash. Donc on a perdu personne, on n'a perdu aucun aéronef. Donc tu vois, si tu veux, les gens sont impliqués parce qu'en fait c'est leur vie dont ça dépend. Sauf que à part l'ex-Yougoslavie, on n'était pas trop en guerre à l'époque. Et puis après ça s'est quand même développé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les militaires français sont sur plein de fronts. On a fait l'Afghanistan, on a fait le Mali, des tas de choses. Donc à un moment donné, il faut durer. Et il faut être capable de durer non seulement pour soi en mission, mais pour pouvoir rentrer à la maison. Donc tu vois, ça s'est vraiment structuré dans les armées à haut niveau, sur des choses simples et pragmatiques. Donc les tops, c'est né de là, et c'est vraiment né dans l'armée de l'air au départ. Et alors, elles étaient utilisées comment concrètement, est-ce que tu C'est peux... vachement intéressant, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on doit s'entraîner, d'accord ? Et on doit s'autonomiser dans un premier temps par rapport à cet entraînement. Et après, on doit appliquer. Donc on parle de formation chez nous, d'entraînement et d'application. Donc ils se forment au top. Donc en fait, il y a des formations top à l'école de l'air, il y a des formations top dans les écoles de chasse, il y a des formations top chez les commandos de l'air. Et puis ensuite, ces mecs-là doivent s'entraîner un petit peu comme chacun prend son sac et va courir en autonomie. Et ensuite, ils appliquent en mission. Et puis ensuite, on se nourrit des retours d'expérience pour modifier peut-être des choses, pour optimiser certaines techniques. Et les tops ont beaucoup évolué depuis, j'ose dire, 1993, où moi j'ai commencé à croquer dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dernier bouquin qu'a écrit Edith, qui est juste très bien structuré, qui est facile à mettre en œuvre. Parce qu'encore une fois, les militaires sont bons en pédagogie. On doit parler à un général pilote comme on doit parler à un soldat qui court avec ses rangers. Et donc, autant au tir, on sait tous parler le même langage avec une arme longue, une arme courte. Autant au top, on doit parler le même langage aussi. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même de l'intime, il y a du soi, il y a du être soi. Et en fait, on a fait une super méthode. On a monté en place quelque chose qui fonctionne très bien. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que en fait, tu parles de top, mais ceux qui nous écoutent, ils connaissent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on travaille ? Alors en fait, il faut qu'il y ait une demande pour que ça fonctionne. En gros, quand il y a de demande sur, je sais pas, un ravitaillement en vol, sur une mission, par exemple sur l'opération Harmattan, donc la mission de la Libye en 2011, il y a un jeune pilote qui loupe son ravitaillement en vol en pleine nuit. Le lendemain, on va débriefer, donc il y a briefing d'une mission, il y a mission de débriefing, et puis le chef peut dire écoute, je te sens tendu, je te sens fatigué, tu veux pas aller faire une séance de top. Et donc moi, par exemple, je suis sur le site, je débriefe avec le jeune pilote et je lui demande ok, je fais mon travail technique, où est-ce que tu as été bon, qu'est-ce que tu peux améliorer, et je le mets en état de détente s'il a besoin, on visualise et on reprogramme ça. Alors ça c'est simple, le ravitaillement en vol, mais après ça va beaucoup plus loin, c'est programmer des choses comme l'éjection positive, parce que quand tu t'éjectes en théâtre hostile, c'est quand même un peu dangereux, donc pouvoir durer jusqu'à ce qu'on vienne te chercher, en espérant qu'on vienne te chercher. Donc il y a un moment donné, c'était un outil, j'ai beaucoup aimé ça dans les armées, notamment dans l'armée de l'air, c'est un outil qui va aider le pilote de chasse, qui va aider le commando ou le force spéciale, parce qu'on a fini au CPA 10 à l'époque, sur de la projection à aller jusqu'au bout d'un engagement et à revenir surtout, parce que c'est pas si simple. Donc après, quand tu as des sportifs, tu vois, c'est qu'un jeu. Après, quand tu as des enfants malades, alors quand c'est du diabète, ça va d'une certaine manière, mais quand tu as des enfants cancéreux qui ont besoin de gestion de confiance, tu vois, c'est pareil, ça devient fin. Il faut qu'il y ait une demande, puis après le reste, c'est juste de la technique. Alors bien sûr, il y a une énorme dimension humaine. Okay, moi, quand je définis mon métier, c'est grâce à une gamine qui est en STAPS qui m'a posé des questions il y a quelques années. C'est quoi les qualités pour être praticien top et accompagné ? Je veux dire, pour être préparateur mental. Moi, je crois qu'il faut aimer les gens. Voilà. Là, si je reviens sur le cas que tu nous as donné tout à l'heure, en fait, tu vas échanger avec lui, tu vas être dans une posture d'écoute, c'est ça ? Et tu vas lui donner des techniques où il les a déjà, puisque tu disais qu'ils étaient formés au départ. Normalement, tu vois, il a une première acculturation, c'est ça qui est intéressant. C'est, encore une fois, on dit, il y a ça qui existe, peut-être un jour tu en auras besoin, il y a ceux qui vont en prendre tout de suite. Et puis il y a surtout que la culture s'est installée, donc ils savent qu'à la patrouille de France, ça se fait. Ils savent que pour implémenter mieux ou apprendre mieux sur un ravitaillement en vol de nuit, des techniques de visualisation ou autres qui sont capables de gérer tout ça. Et oui, ensuite, c'est un entretien, ensuite, c'est une mise en place pratique, je veux dire, comme j'accompagnerais quelqu'un qui passe le permis de conduire. Ok, tu vois, on va travailler ou en vigilance active, ou alors en état de détente avec des états de relaxation, des états de conscience légèrement modifiés, pour aider les gens à se préparer à une future action, avec dedans des choses qui ne sont pas prévues potentiellement, ce qu'on appelle la gestion des what if.
aider les gens à renforcer leur motivation parce qu'ils reviennent de blessures ou parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils ont loupé quelque chose. En fait, on a 5 techniques phares et puis on va jouer avec ça. Non, mais c'est relativement simple. Tu peux les nommer ces Ouais, 5 techniques? alors, il y a le signal d'ajustement réflexe que tout le monde connaît. C'est une technique, une technique de conditionnement, mais qui, contrairement à plein d'autres techniques que j'aime pas forcément, sont totalement individuelles. Tu vois, ce que j'aime dans la pédagogie des outils top du docteur Perrault, c'est qu'en fait, ça va être personnalisable par rapport à ma culture, mon expérience à moi, mais surtout personnalisable pour l'autre, par rapport à sa personnalité, par rapport à son identité, tu vois. Donc, je travaille avec un pilote de chasse, je peux travailler avec un force spéciale, je peux travailler avec un enfant judoka, tu vois, au Krebs, je peux travailler avec un nageur. Les techniques sont les mêmes et après, ça va être à moi d'identifier la réelle demande, ok, et puis ensuite, quels outils vont être fonctionnels par rapport à cet individu avec une vocation hyper importante, l'autonomisation. C'est-à-dire qu'en gros, le footballeur international devrait savoir ce que c'est qu'une émotion, devrait savoir ce que c'est que la respiration, juste pour réussir un penalty en finale de Coupe du Monde. Je pose ça comme ça, au hasard. Et donc ça, c'est la première approche. Ouais, alors, on fait des techniques collectives et des techniques individuelles. Ok. Les techniques collectives de préparation à l'action sont peut-être parfois un peu plus compliqué, ça va dépendre de quel collectif il s'agit, tu vois. Et il faut qu'il y ait aussi un travail individuel d'acculturation pour chaque individu. Mais voilà, on a ces techniques individuelles d'accompagnement, d'optimisation de la performance. La plupart du temps, ce qui est bien, c'est de le faire en amont et pas quand les gens sont en échec, mais vous connaissez un peu la culture de la prépa mentale. On va chercher des gens quand le bateau coule, on va chercher les pompiers quand il y a le feu. Donc le but, c'est vraiment de mettre ça en amont et puis ensuite d'accompagner pendant les missions. Donc encore une fois, formation, entraînement, application. Ce qui est vachement intéressant aussi, c'est ce qui se fait très bien au niveau des pilotes de chasse et c'est tous les jours ou alors des débriefings quand on est en para, c'est que derrière, quand on débriefe, on valorise les choses. On appuie là où on est bon et on va chercher de la performance là où on doit encore performer. Et donc ces débriefings qui sont une forme de travail en vigilance active vont pouvoir nous aider à repréparer les gens de manière à ce qu'ils se reprojettent en mission. La mission, ça peut être le lendemain, la mission, ça peut être dans 6 mois. Alors comment je vais reparler plus du domaine de la performance, mais comment un entraîneur peut-il intégrer cette méthode dans la préparation d'un athlète? Alors j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, on sait que chez un enfant, il peut y avoir des entraîneurs, il peut y avoir des éducateurs, il peut y avoir des profs fabuleux. Et puis, il peut y avoir un prof qui, en 2 phrases, détruit tout. Donc, le head coach d'un groupe, c'est important qu'il soit acculturé à ça. C'est important même qu'il sache en faire un petit peu parce que c'est lui qui va donner les directions au groupe ou c'est lui qui va donner les directions à l'athlète. Donc, comprendre que le dialogue positif, ça met en route les gens. Comprendre que le feedback positif, c'est intéressant tout en sanctionnant les gens. Comprendre qu'il peut se faire assister à un moment donné par un préparateur mental qui est d'ailleurs Didier Rétière que tu dois connaître. Quand ils sont revenus de Nouvelle-Zélande, je l'ai rencontré parce que je le connaissais un petit peu, j'étais dans le monde du rugby, tu le sais bien. Didier disait, nous les coachs, on aurait eu besoin d'accompagnement. Et c'était en 2011, tu vois. Donc il y a 13, 14, 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est important de faire le point, c'est important de faire rien, c'est important de lâcher le cerveau, c'est important de ne pas faire non plus trop de travail mental pour ne pas se prendre la tête. Donc les coachs en ont besoin. Les coachs ont besoin de savoir ce qui se passe. Les coachs ont besoin de savoir qu'en neurosciences, il y a des choses qui sont fonctionnelles, notamment sur tout ce qui est imagerie mentale positive, tu vois, sur le dialogue interne positif, même si de temps en temps, ils ont le droit de mettre de l'énergie, de gueuler et de remettre tout le monde dans l'axe d'une manière ou d'une autre. Okay, mais ça, c'est de l'énergétique, c'est de la gestion de groupe dans l'instant. Le reste, il faut que ce soit un peu plus fin. Donc le coach a besoin d'en savoir là-dessus. D'ailleurs, tu vois, les pilotes de chasse avec qui j'ai travaillé, c'était le leader de l'escadron qui disait, tiens Laurent, j'aimerais bien que tu bosses avec tel mec. Voilà, parce qu'il connaissait ses hommes. Et donc il était acculturé à ça. Donc ça serait bien que les head coachs dans les groupes puissent faire la même chose. Ouais, qu'ils soient acculturés à la méthode. Ouais. Pour que toi derrière, par contre, tu puisses intervenir. Tu veux pas que le coach intervienne directement. Si le coach, en fait, il est intégratif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a vu un petit peu, je pense que Michael Campo a travaillé là-dessus, c'est quand tu marques un essai, t'es heureux, pourquoi se réunir alors qu'on a pris un essai, pourquoi pas se réunir ensemble et respirer ensemble alors qu'on va le marquer. Encore une fois, on est dans une stratégie du positif. Donc, le coach, il peut très bien demander ça à ses joueurs, à partir du moment où il connaît les techniques. Il peut très bien servir des leviers du capitaine de terrain ou capitaine, et dire voilà ce que j'attends, c'est ça. Il peut servir de relais, il sait que les mots positifs seront plus engageants. D'accord ? Si je te dis ne tombe pas de la poutre, tombe de la poutre, donc on peut peut-être donner la manière au coach de verbaliser mieux
Et ça, c'est fondamental. De ne pas transférer aussi ses émotions, de ne pas transférer ses colères, de ne pas s'en transférer ses peurs. Enfin, le PSG qui ne doit pas perdre 6-0, je crois, il y a quelques années, comment ils perdent. Donc, quelles ont été les consignes de match et comment ça a été mal dit. Si je te dis, ferme les yeux, je ne veux pas que tu vois le petit camion bleu, pop, tu vois le petit camion bleu. Donc, si je te dis, il ne faut pas perdre 6-0, qu'est-ce que tu retiens? Et après, les émotions vont s'additionner les uns aux autres. J'ai peur, t'as peur, on a peur. Et puis après, c'est contagieux, et puis tout le groupe a peur, puis ils en prennent 6. Donc ça, ces phénomènes-là, il faut les comprendre. Et tu penses quoi alors je bascule un petit peu sur une autre question, mais tu penses quoi du fait que on parle souvent de prépa, enfin on commence à parler un peu de prépa mentale des athlètes, mais on parle rarement quand même de la prépa des entraîneurs. Ouais. Ça va un peu avec ce que tu viens de dire. T'en penses quoi? Enfin, pour toi, est-ce qu'il faudrait les mettre au même niveau par rapport à des fois la prépa mentale, ou il faudrait plus former les entraîneurs, Alors déjà, les former, tu vois, vous êtes dans une école de formation, ici, on est sur un lieu de formation des jeunes sportifs et donc des entraîneurs, éducateurs. Tu connais Fabien Guillot, je pense, j'ai beaucoup travaillé avec Fabien. Fabien, il est acculturé à ça, on a bossé ensemble, donc il me demandait, tu vois, on était proches. C'est important que les gens soient acculturés, et c'est important aussi à un moment donné que peut-être pour prendre du recul et être plus performant pour analyser une situation, ils soient accompagnés. On ne peut pas accompagner quelqu'un s'il veut pas. Ça marche pas. Donc voilà, voilà, dans 10 ans on y sera peut-être. Moi je voudrais revenir sur les techniques, excuse-moi, mais tu parles, parce qu'on n'a pas donné les 5. Tu as parlé d'imagerie, tu as parlé de respiration, ça c'est les techniques aussi qui... Alors ça en fait, si tu veux, c'est ce que j'appelle moi la table de mixage. En gros, avec la respiration, tu vas pouvoir réguler, dynamiser, relaxer. Avec l'imagerie mentale, tu vas pouvoir faire pareil. Avec ton corps, tu vas pouvoir faire pareil, avoir des techniques corporelles dynamisantes, ou des techniques régulantes, ou des techniques relaxantes. Et puis après, avec ton dialogue interne, c'est pareil. Tu vas te booster ou tu vas te freiner, tu vois. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les 4 piliers, qui pour moi sont une table de mixage. On va jouer avec les curseurs. Et après, les 4 techniques, c'est en gros les 4-5 techniques phares. C'est le signal d'ajustement réflexe, qui est un conditionnement automatique, juste avant un penalty, juste avant un tir au but, juste avant d'entrer, prendre la parole en public, tu vois, c'est la même chose. Il y a la préparation mentale de la réussite, il y a le renforcement positif, s'appuyer sur des réussites passées pour remotiver un athlète quand il est fatigué, mais ça marche avec un enfant à l'école. Ça marche avec un enfant qui a eu des doutes pendant un soin et qui est obligé de recommencer des soins alors qu'il avait réussi, entre guillemets, ses premiers soins. Il y a une dynamisation psychophysiologique, alors ça c'est un outil phare des tops, que peu de techniques ont, qui vient d'une autre technique, peu importe, on va pas le dire d'où ça vient, mais en attendant, il y a un outil de dynamisation qui n'est pas un outil en état de détente, si ce n'est un état de détente modifié, enfin une perception globale modifiée du corps, mais avec un corps qui est capable d'aller très fort au jeu et au contact, dans le rugby ou dans tous les sports collectifs ou individuellement. Donc cette technique de dynamisation, peu de gens la connaissent, les gens mélangent relaxation et dynamisation, en fait c'est la même chose. Si je dynamise quelqu'un, peut-être qu'il peut se relâcher, il sera plus efficace. Et si je relaxe quelqu'un, je tape un peu dans le schéma corporel, donc peut-être qu'il va s'ajuster un peu mieux. On sait que les coureurs de 100 mètres, si tout le haut du visage est bien relax, en fait, ils sont plus performants. Donc c'est être capable de mettre en place des techniques, dynamisation, relaxation, signal d'ajustement réflexe, renforcement positif, tout au long de la saison, en fonction des aléas de la saison, en fonction des résultats et des choses comme ça. Il y a aussi un facteur, je voudrais bien ton avis dessus, c'est le fait que certains athlètes, il y en a qui ont un peu plus du mal à aller dans les sensations ou à aller dans l'imagination. Est-ce que du coup, tu switches, t'individualises par rapport à qui t'as en face, ou est-ce que toutes les techniques à chaque fois sont applicables? Alors, il y a une chose que j'aime bien, c'est en gros, faites confiance à la méthode, ça marche. Déjà, si tu appliques les process, c'est intéressant. C'est comme quand tu fais du travail d'amplitude en athlétisme, quand tu fais du travail de pose de pied. Enfin voilà, on sait qu'il y a des techniques qui marchent et là-dessus, on a de la littérature. Ok. Et ensuite, c'est vraiment au cas par cas, à un moment donné, par rapport à l'individu. Tu vois, entre un jeune pilote de Formule 1 ou un jeune pilote d'hypercar qui va faire Le Mans, il y a des points communs. Mais en fait, si le point commun, c'est la course automobile, et si le point commun, c'est l'augmentation de performance, tout va être différent en fonction de la demande et de la personnalité de l'individu. Donc dans l'individu, il y a aussi dans quel groupe il fonctionne. Est-ce qu'on roule pareil chez Ferrari que chez Red Bull? Je crois pas. Donc entre Hugo qui va faire de l'hypercar et Isaac qui rentre en Formule 1, il y aura des comportements qui seront différents, donc il y aura des stress délivrés différemment. Il y aura des objectifs qui seront phrasés par les head coachs différemment, donc ça va créer du stress ou ça va créer de l'émotion en fonction de la culture de l'individu et de qui il est. Et donc, moi, en tant qu'accompagnant individuel, faut que j'adapte. Okay. Concrètement, tu te sers de ces 5 piliers qu'on a vus au service de l'humain, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok. Et en fait, je lui fais comprendre où est-ce que ça réagit dans son corps, tu vois. Parce que pour moi, la préparation mentale, j'ose dire que c'est corporel déjà. Je veux dire, les émotions, ça impacte le corps, ça impacte ton énergie. Ton dialogue interne, il impacte ton corps et ton énergie et ton comportement. Donc tout ça, c'est très, très, très corporel. Oui, aujourd'hui, les neurosciences prouvent qu'on a plein de choses qui viennent du cerveau. Lâchez un peu le cerveau, de temps en temps, foutez-lui la paix. Ne faites pas que l'imagerie mentale pour la performance. Faites rien et faites confiance à votre corps. Donc ça, c'est intéressant. Donc quand tu rentres dans ta caisse et que tu réfléchis plus, et tout d'un coup, ça va vite, alors que quand tu rentres dans ta voiture et que tu réfléchis sur comment faire bien, tout d'un coup, tu es en travers. Donc voilà, il y a un moment donné, fais confiance à ton corps et sais faire les choses. Mais ça dépend de l'individu aussi. Tu vois, toi, des limites à la méthode? Un peu? Des choses où tu te dirais, peut-être il faudrait modifier ou... Alors, il y a des limites à chaque méthode mentale, entre guillemets, et les premières limites, c'est les limites psychiatriques, en fait. C'est-à-dire nous, on accompagne des gens qui sont sains. Donc, quand il y a des gens qui sont pas bien, qui vont pas bien, il y a des psychologues pour ça, des psychologues cliniciens, des psychologues formés à la préparation mentale. C'est peut-être à eux d'aller à ce moment-là réguler s'il y a demande. Donc, justement, tu vois, pour accompagner la JDA Basket Foot depuis quelques années, à des moments donnés, quand j'ai un doute sur l'équilibre d'un jeune athlète ou d'un jeune enfant, j'ai une psychologue clinicienne que j'ai formée qui va prendre le relais, voire on a un psychiatre. Donc un jour, on a fait une levée de doute sur un jeune joueur qui était pas super bien, c'est ce que j'avais pressenti. Donc les limites, c'est ça. Et puis, les limites, c'est les croyances. C'est la mode de l'eau froide, ça me fatigue un peu, mais j'aime pas les modes. Si tu veux, ça fait des années que pour des questions de survie maritime, d'éjection en eau froide, j'ai énormément travaillé ça dans les années 2000-2005. Et si tu veux, t'es déjà rentré dans de l'eau à 4 degrés? Oui, Ouais, moi oui. c'est facile, hein, il suffit de mettre son maillot de bain et de rentrer dedans. Sauf que si les gens disent « Ah ben non, c'est pas possible », ben ils se préparent à du pas possible. Donc tu vois, sur des stratégies de survie, et là pour ça le Vendée Globe c'est intéressant, et j'ai un lien avec un Toubib, notamment sur le sommeil et la durabilité en eau froide, et ben les limites c'est la croyance de l'être humain, et puis après c'est l'énergie qu'il va avoir, mais sincèrement le corps fait des choses fabuleuses, on est capable d'aller très très loin. Alors je te parle pas tant de records de vitesse sur piste, toutes choses comme ça, mais de comportement de l'individu par rapport à ce qu'il croit de lui. C'est ça que j'aime bien. Après, aujourd'hui, nous, on a quand même des athlètes qui sont parfois jeunes. C'est nous qui les poussons en fait à aller faire de la préparation mentale. Mais si eux, déjà, ils ont des croyances par rapport à ça, ou s'ils y vont un peu de manière réfractaire. Ouais. Enfin, comment tu gères ça? C'est là où faut être un bon pédagogue et où l'expérience sert aussi. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai 56 balais. J'ai mis en place mes premières séances de relaxation, détente avec des phénomènes observables en 93. Donc, il y a un moment donné, ma palette d'erreurs fait ma palette de richesse. Donc, aujourd'hui, je sais à peu près, avec certains jeunes garçons, certaines jeunes filles, certains groupes, comment déguster. Tu vois, on est dans une région de vin. Comment déguster ça? En fait, j'amène les gens à déguster la respiration, j'amène des gens à déguster l'imagerie mentale et je leur fais prendre conscience qu'il y a une modification corporelle. Je dis, t'as vu, donc ça marche. Si t'as besoin, on peut aller plus loin. Tu vois, en fait, je fais un teaser que je fais déguster. Je suis maintenant si tu veux, on peut aller plus loin. Et là, j'ai un jeune judoka, j'en ai deux, qui au départ n'était pas réfractaire, mais il verbalisait pas beaucoup, il ramenait pas beaucoup. Et puis tout d'un coup, il a fait 2-3 perfs. Et puis ces 2-3 perfs font qu'il va en coupe d'Europe avec ses potes. Et là, c'est lui qui appelle pour faire le travail. Mais effectivement, au départ, c'est pas sexy la prépa mentale, quoi. C'est pas intéressant. Alors, d'abord, je reçois pas en cabinet parce que ça fait psychologue et je suis pas psychologue, donc je préfère le mettre sur le terrain. D'ailleurs, tu m'avais vu il y a quelques années agir sur un terrain et en prépa physique et en prépa mentale, parce que la prépa mentale c'est un des outils du préparateur physique, comme c'est un des outils du head coach. Donc voilà, le but c'est d'aller sur le terrain, c'est de partager avec eux, et puis surtout c'est de former les mômes en autonomie. Je veux dire, quand tu es face au perche, que c'est la finale de la Coupe du Monde et que tu vas perdre de 1 point parce qu'il y a une erreur au départ, il faut que tu te concentres, quoi. Et il y a des gens qui se concentrent bien facilement, mais il faut leur donner des outils avant, parce que si ce jour-là émotionnellement il glisse et qu'on ne lui a pas donné d'outils, c'est quand même dommage. Et après, il y a différents types de cultures en prépa mentale, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien discuter, il y a des gens qui n'aiment pas les états modifiés de conscience, il y a plein de choses. À ce sujet, tu la places comment, toi, les techniques top par rapport à tout ce qui existe en préparation mentale? Il y a plusieurs, même si j'aime pas trop le terme technique, mais il y a plusieurs approches, en fait. Il y a plusieurs approches, ouais. Moi, je suis sophro d'une très belle école. Et si tu veux, la sophro, c'est une réflexion, c'est une philosophie. On n'a pas le temps de donner ça. Donc les tops là-dessus, c'est vachement plus pragmatique. Il y a des techniques en hypnose que j'aime bien, mais il y a des techniques qui servent dont les gens se servent en hypnose, et j'aime pas ça non plus. Il y a des gens en PNL qui travaillent très bien, puis il y a des gens en PNL qui servent des gens. Voilà, donc ce que j'aime dans les tops,
c'est qu'il y a un vrai respect de l'individu et de la liberté de l'individu et qu'il y a une personnalisation de l'outil. Ça, c'est fort. Donc l'idée, c'est d'automatiser, d'être autonome à ces techniques-là, en fait. Tout à fait. C'est comme ça que toi, tu vois les progrès chez des athlètes, par exemple ? Complètement. Et puis qu'on voit des non-progrès, parce que c'est pas parce qu'une fois, c'est ça le souci. C'est pas parce que ça a marché une fois qu'il faut arrêter l'entraînement, quoi. C'est comme la prépa physique de début de saison. Et comment il s'appelle, Hervé Assadi, qui est le leader des STAPS ici, pourrait te le dire. Si tu veux, tu peux faire un très gros travail de début de saison, de la performance sur un groupe pro en sport, foot, basket, quoi que ce soit. Et puis après, c'est du maintien si possible, parce qu'en fait, ils perdent de tout. Ben, en prépa mentale, c'est pareil. C'est pas parce que tu as réussi à comprendre où est l'émotion, comment tu la sens arriver, comment tu la gères, d'accord, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des techniques qui vont se mettre en place toutes seules à un moment donné, qu'il faut s'arrêter, au contraire, bien au contraire. En fait, l'accompagnement mental, maintenant, j'autonomisais beaucoup, mais je cherchais à autonomiser trop vite. Aujourd'hui, je passe un contrat sur 1 an avec mes athlètes ou les enfants, d'accord, de manière à ce qu'ils ne se perdent pas. Voilà, donc oui, il y a autonomisation, mais en même temps, il y a pratique. Il y a continuité d'entraînement. Quand tu as un programme d'entraînement physique, tu dois le faire l'été, d'accord, si tu ne l'as pas fait, on voit tout de suite qu'il y a un manque de niveau. En prépa mentale, c'est pareil. Une dernière question. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour les entraîneurs qui souhaiteraient exploiter pleinement le potentiel mental de leurs athlètes et qui ne le font pas aujourd'hui ? J'en aurais plusieurs. C'est qu'un jeu, aimez vos joueurs, respectez-les. Tout comme il y a de la souffrance à l'hôpital entre les managers, tu vois ce que je veux dire, mais c'est parce que les hommes ne savent pas parler aux hommes. Saint-Exupéry disait il faut parler aux hommes. Je pense qu'il y a aussi, il faut prendre conscience que la performance, quelque part, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'homme se construise. L'homme, la jeune fille, se construise à travers un sport, quelle que soit la forme du ballon. Bon, le ballon ovale, c'est quand même le plus beau, mais l'objectif, c'est que les gens jouent. Et au bout du compte, ils vont se construire, ils vont faire face à leurs émotions, faire face à la douleur de l'entraînement, etc. Mais l'objectif, c'est pas de les détruire. Et on sait qu'il y a 2 ou 3 enfants qui se font mal, qui se font trop mal. On sait qu'il y a des entraîneurs qui prennent pas soin de leur coacher, Donc voilà, si je devais dire un truc, prenez soin de vos jeunes, parce qu'en fait, vous les faites se développer eux-mêmes. Et dans ce sens-là, aimez-les, et dans le sens-là, respectez-les, parce que la médaille d'or d'un vaut pas 10 gosses abîmés. Merci Laurent, en tout cas merci pour l'échange sur la méthode, c'était top. Voilà, on te l'a jamais fait. Non, jamais, c'est super. Et à bientôt sur un prochain podcast. Ouais, merci, cool, salut, bye. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté.